C'est pas s'il y a un temps zéro. C'est l'inconnu. On utilise, on interprète. Alors, ça, c'est le présent. Le temps va comme ceci. Ce que savons-nous? Ce que Hubble nous a appris, c'est la flèche rouge qui est en haut. C'est-à-dire, les galaxies sont de plus en plus loin avec le temps. Ça, c'est la distance où elles sont. Elles sont de plus en plus loin. Ce qui veut dire que les galaxies s'éloignent. Et Einstein nous dit, dans un univers où les galaxies s'éloignent, la température décroît. C'est comme quand on décomprimer un gaz chaud. Et donc, la température décroît avec le temps. Donc, ça, c'est en résumé un scénario du Big Bang. Et voilà, maintenant, si on regarde, on a inversé le sens du temps, si on parle d'aujourd'hui, voilà cette courbe rouge, c'est la température du cosmos dans le passé, à 1 milliard, 2 milliards, 3 milliards d'années. Alors, il y a 8 milliards d'années, donc la température était de 8 degrés. Et maintenant, on va regarder les objets qu'on observe. On va trouver ce qu'on appelle le fossile numéro 3. On n'observe pas d'astres plus froids que l'espace intergalactique. Voilà ce que ça donne au point de vue des observations. Chacun des points sont des mesures ou des limites supérieures. On sait que la température est plus faible que ça. Il n'y a aucun point dans la région inférieure. Si on trouvait des points dans la région inférieure, un seul point serait un problème. Donc c'est un nouveau test de la théorie du Big Bang. Il n'y a pas de galaxies qui sont plus froides que la température que prévoit la théorie à la position, à la distance à laquelle ils sont de nous. Alors ça, c'est encore un point pour la théorie du Big Bang, c'était le fossile numéro 3. Maintenant, un autre de nos timoniers, c'est Georges Gamow. Gamow se dit, d'accord, admettons que c'est vrai que l'univers était plus chaud dans le passé, mais si on remonte suffisamment loin, on va trouver un lieu, si on admet qu'il devient très très chaud, où il va devenir lumineux tout d'un coup. Il va y avoir de la lumière, plus on chauffe la matière, plus elle émet de la lumière. On va arriver à un point où la luminosité va être tellement fantastique que la densité lumineuse va être plus grande que la densité de matière, c'est-à-dire un flash. Donc, il a eu cette idée de ce qui va devenir le rayonnement fossile. Et là, c'est Einstein, Hubble et Gamow, c'est ça qui est en haut. L'univers s'obscurcit, il était plus lumineux dans le passé. Fossile numéro 4, on découvre dans les années 1965 ce qu'on appelle le rayonnement fossile, c'est-à-dire qui confirme magnifiquement ce que Gamow avait prévu, qu'on devait, si on retournait suffisamment loin dans le passé, découvrir une luminosité homogène, répandue dans tout l'univers, et qui serait justement reliée au fait qu'à cette période, la température était suffisamment élevée pour que tout l'univers devienne lumineux. Alors voilà les personnes qui ont découvert ce rayonnement en 1965, Perseus et Wilson. Ce sont des radioastronomes qui observent, qui essaient de recontacter. C'est la période où on lance des satellites et on perd les satellites. On leur demande de trouver une bonne longueur d'onde pour recontacter les satellites. Ils y arrivent et tout à fait par hasard, ce qu'ils découvrent, c'est exactement la longueur d'onde voulue. Alors voilà donc ce ciel, c'est ce qu'on appelle le rayonnement fossile. Voilà l'image du ciel tel qu'il était, pas tout à fait au Big Bang, mais à peu près 400 000 années après, mais c'est très peu 400 000 par rapport à 14 milliards d'années. Ce que vous voyez là, c'est une image réelle, ce sont des vraies images qui sont prises par des radiotélescopes. Les couleurs sont des fausses couleurs, mais les dégradés sont réels. Et ce sont les documents absolument fantastiques pour l'astronomie. C'est de là, de ces documents, que nous tirons beaucoup d'informations en direct sur le passé de l'univers. Encore une fois, ce sont les vrais photons qui ont été émis peu après le Big Bang et qui circulent depuis toute cette période. C'est ce qu'aurait vu, sauf les couleurs, dans le ciel, quelqu'un qui aurait regardé le ciel à cette période. C'est réellement facile, donc c'est une autre prédiction de Gamow avec la théorie du Big Bang, qui est confirmée et qui nous donne ce document-ci. Ce qui est en ordonnée, c'est la fréquence, et en abscisse, la luminosité. Les petits points sont les observations.
c'est de la radioastronomie, c'est des longueurs d'onde de l'ordre du millimètre. La courbe bleue est celle qui est prévue par la théorie du Big Bang. Elle n'a pas été tracée après, elle a été tracée avant. C'est ce qu'on attendait, et vous voyez que point par point, tous les petits cercles se placent directement sur la courbe, ce qui est un accord fantastique avec les prédictions de la théorie. Sur ce plan, les preuves sont absolument fantastiques. Alors, en rouge, j'ai mis une autre théorie, qui est une théorie qui a été très populaire pendant un certain temps, qui s'appelait la fatigue de la lumière. C'est-à-dire, est-ce que c'est vraiment ce rayonnement facile? Vient-il des galaxies lointaines qui s'éloignent? Ou bien est-ce que simplement que la lumière se fatigue avec le temps, donc elle perd sa fréquence? Et ce sont deux théories compétitives, et vous voyez qu'il n'y a pas de problème. La théorie du Big Bang est beaucoup plus adaptée, beaucoup plus en accord avec les observations que la théorie des fatigues de la lumière. Il y a eu d'autres théories qui ont été éliminées par cet accord fantastique. La distribution des intensités lumineuses dans le rayonnement facile est en accord avec la théorie du Big Bang à mieux de 1%. C'est vraiment un cas d'école, c'est vraiment absolument extraordinaire. Personne ne s'attendait à une telle preuve. La théorie de la fatigue de la lumière est discréditée. Vous avez vu, c'était la théorie rouge. La bleue, le Big Bang. Le Big Bang est confirmé. Et voici maintenant l'ensemble de toutes les lumières qui sont émises par le ciel. Vous avez à gauche la radio millimétrique, l'infrarouge, l'optique, l'ultraviolet, X, gamma. Et vous avez l'intensité du ciel, c'est-à-dire le ciel général, non pas d'objet, mais le fond du ciel, comme on dit. Vous voyez qu'au numéro millimétrique, vous avez les photons qui sont du rayonnement facile. Ces photons sont les plus nombreux dans le ciel. Les plus nombreux de tous les photons qui courent dans le ciel aujourd'hui viennent du Big Bang, viennent du tout début. Les autres, les étoiles et autres, sont beaucoup plus récents. Alors, conclusion du fossile numéro 4. Pour expliquer l'existence du rayonnement facile, il faut admettre que l'univers a été porté à plus de 3000 degrés. Ça, c'est la physique. Si ce rayonnement facile a été émis, pour qu'il soit émis, pour qu'il y ait cette lumière, il faut que l'univers soit au moins à 3000 degrés. Peut-être beaucoup plus, mais au moins à 3000 degrés. Vous voyez, c'est comme ça qu'on va procéder. On va prendre chaque observation et on va en tirer des informations. Cette information, dans notre recherche du passé, c'est celle qui nous dit la température à cette période, c'est 3000 degrés. Alors, je vais faire des petits diagrammes comme ça, où on va revenir sur ce qu'on a fait tout à l'heure. Il y a le temps qui s'écoule, aujourd'hui, à T0, et là, on est remonté dans le passé, au moment de l'émission du rayonnement fossile, c'est là que l'hydrogène apparaît, et ça, c'est à 3000 degrés. Donc, voilà notre carte qui inscrit nos progrès. Alors, maintenant, fossile numéro 5. L'univers du début contient déjà un certain nombre d'atomes. Ces atomes, s'il y a l'hélium, il y a l'hydrogène, il y a du lithium, ces atomes ont été produits quand la température du cosmos était extrêmement élevée, au moins 10 milliards de degrés, assez élevée pour produire des réactions nucléaires, comme dans les étoiles. Quand la matière est portée à 10 milliards de degrés ou 1 milliard de degrés, il y a des réactions nucléaires qui forment de l'hélium et qui font qu'aujourd'hui, notre univers est à 75% hydrogène, c'était 100% proton, on devrait dire, le noyau d'hydrogène, et 25% hélium. La présence de cet hélium nous montre que l'univers a été à au moins 10 milliards de degrés, et donc c'est une autre des preuves. Ça, c'est donc la preuve suivante. Alors voici maintenant un sixième. C'est qu'est-ce qu'il y a dans l'univers avant la naissance des galaxies. Les galaxies sont formées par avant la naissance des étoiles, pardon. Les étoiles sont formées par les atomes. Donc, avant la formation des galaxies, avant la formation des étoiles, il n'y avait pas d'atomes, autre que l'hélium et le deutérium.
une autre façon de regarder la chose, une façon négative. D'une part, la facile numéro 5, les cendres du nucléaire du Big Bang, qui sont le deutérium, l'hélium 3, l'hélium 4, l'hélium 7, sont présents justement dans les abondances, dans les quantités prévues par la théorie du Big Bang. C'est encore un autre résultat. En particulier, Johannes Geist, qui est un de ceux qui ont travaillé sur ces questions et qui ont montré ce très bon accord. Les abondances mesurées de deutérium, hélium 3, hélium 4, lithium 7 sont en bon accord avec les positions du Big Bang. Voilà encore une preuve. En 6, facile numéro 6, la soupe atomique primordiale, avant la naissance des étoiles, ne contient pas d'atomes lourds comme ceux-là dont on sait qu'ils ont été formés dans les étoiles. Là aussi, c'est des preuves en négatif. Si on trouvait dans la matière d'avant la naissance des galaxies, de la matière primordiale, des éléments comme ceux-là, ce serait une preuve négative. Ça infirmerait la théorie.